têtes avec Philippe Bouvard. Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. L'été est placé sous le signe de l'humour avec les meilleurs moments des grosses têtes jusqu'à 18h. Philippe Bouvard, son équipe, son invité d'honneur et vous sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour. Superbe affiche que celle que je vous propose aujourd'hui, puisqu'elle réunit Claude Lelouch et Robert Hossein dans un rôle tout nouveau pour eux, celui de raconteurs de leur propre vie. Lelouch expose dans les librairies le plus long travelling de sa carrière, puisque pour parodier Pierre Dac, il va du jour de sa naissance jusqu'à vendredi prochain. Et il ne nous cache rien, ni ses déboires sous l'occupation, ni ses 7 enfants qui s'adorent davantage que les 5 mamans qui, avec le même papa, leur ont donné le jour. Adepte d'une religion dont il est le grand prêtre et le seul fidèle, caressant le projet d'ouvrir une école de cinéma alors qu'il n'en a jamais fréquenté lui-même, amoureux de Blanche-Neige, nostalgique du noir et blanc, convaincu que les comédiens ne sont jamais meilleurs que lorsqu'ils ignorent tout de la scène qu'ils vont devoir tourner, Lelouch évoque comment une institutrice l'a sauvé de la déportation, son statut de cancre, sa mémorable traversée de Paris en 10 minutes, avant de nous livrer le secret d'une carrière brillante dans le cinéma de boulevard qui lui a fait accumuler les triomphes et les échecs, mais toujours les moins coûteux de la production française. Asseyez-vous, monsieur Lelouch, et voici que commence votre garde à oui. Alors, j'ai sous les yeux un gros livre, plus de 400 pages, intitulé « Ces années-là ». Pourquoi avoir attendu si longtemps pour passer aux aveux ? Parce qu'il fallait un complément à ces 50 ans de cinéma, ces 41 films. Et je pense que pour tous ceux qui ont aimé mes films, qui sont allés les voir, les revoir, comme j'ai pas pu tout dire dans ces films, j'ai essayé de mettre dans ce bouquin une sorte de mode d'emploi complémentaire. Et puis surtout, c'est un bouquin que je voulais faire pour mes 7 enfants. Et les petits-enfants ? Et voilà. Enfin, quand ils sauront lire. Et puis tous ceux qui vont au cinéma pour des bonnes raisons. Voilà. Mais le retard, on aurait aimé connaître ça déjà voici quelques années, n'est pas imputable à votre prudence. Vous n'avez pas attendu que soient morts les gens dont vous vouliez dire du mal, non ? Ça tient la route, ça tient la route. Non, j'avais pas très envie de le faire, ce bouquin, et c'est vrai que c'est Claude Bénière. Grand journaliste du Figaro, hélas, aujourd'hui disparu. Qui est parti. Et comme je savais qu'il allait partir bientôt, j'ai voulu être son dernier compagnon et on a travaillé ensemble pendant 1 an, ce qui m'a permis de l'accompagner et peut-être de lui amener de temps en temps, comme ça, des jolis souvenirs qu'on a partagés ensemble puisqu'on avait vécu, lui aussi, 50 ans de cinéma qu'on connaissait bien tous les deux. Voilà. Est-ce qu'on peut dire autant de choses avec des phrases qu'avec des images ? On dit autre chose. C'est 2 langages totalement différents. C'est pour ça que le cinéma est formidable. C'est parce qu'on peut aussi parler dans les films. On peut aussi utiliser des phrases. Mais c'est vrai que dans un bouquin, on fait pas le même film, quoi. On fait pas le même film, surtout pour un autodidacte comme moi, qui découvre les choses au fur et à mesure qu'il les fait, quoi. Que veut dire la formule « tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté » ? C'est ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est le b.a.-ba de l'autodidacte. L'autodidacte s'instruit de tous ses échecs. Je veux dire, la plus grande école du monde pour un autodidacte, c'est tout ce qu'il rate. Et c'est vrai que lorsqu'on se prend un échec,
si on plaide coupable et si on prend à son compte, on apprend beaucoup de choses. Pour moi, c'est la plus grande université du monde. Il faut se méfier de la réussite qui n'apprend rien, hein. Rien du tout. Mais c'est vrai. Sinon, une fierté qui est de mauvaise aloi. Est-ce que vous auriez tourné les mêmes films si vous aviez été un bon élève ? Non, sûrement pas. Non. Sûrement pas. Et il est probable que j'aurais été trop influencé par des maîtres. Et là, je me suis plus amusé à réinventer le fil à couper le beurre ou la roue de bicyclette, quoi. Comment, cancre parmi les cancres, parveniez-vous à passer chaque fois dans la classe supérieure ? Parce que j'avais le système D. L'autodidacte, il invente très vite le système D. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le système D, c'est de pomper, d'être très pote avec les meilleurs élèves de la classe. Et ça m'a permis comme ça de faire croire que j'avais du talent. Et donc j'ai progressé. Il ne faut pas s'asseoir n'importe où, hein. Voilà, non, mais j'avais beaucoup de charisme et donc j'ai joué là-dessus. Donc je me suis fait. Généralement, le cancre, il est près du radiateur. Le radiateur, il n'est pas très bon élève. Non, moi j'étais un cancre au premier rang. Le cancre du premier rang. Là, c'est les plus forts. Oui. C'est déjà un grand signe d'intelligence. Est-ce que le spectre de l'occupation allemande continue à vous hanter parfois ? Oui, parce que finalement, ça a été les années les plus heureuses de ma vie, puisque ma mère me cachait dans les salles de cinéma. C'était le seul endroit où les Boches venaient pas arrêter les petits juifs, donc elle s'en était aperçue. C'était le seul endroit où je restais calme, tranquille et fasciné pendant des heures et des heures. Donc elle me confiait à une ouvreuse à 2h de l'après-midi, elle venait me rechercher à 6h. Et donc les plus belles années de ma vie, je les ai passées sous l'occupation dans les salles de cinéma. Je dirais donc que le cinéma a commencé par me sauver la vie. Donc c'était normal que je renvoie l'ascenseur. Bon, cela dit, quand vous étiez en classe et qu'il y avait des inspections des autorités occupantes ou des policiers français, il y avait de gros risques. Vous racontez comment une institutrice vous a sauvé de la déportation. Oui, d'ailleurs, c'est une des grandes séquences des uns et des autres. Un jour, la Gestapo a débarqué à Saint-Jouard, dans une petite du côté de Grenoble, et on a fait baisser le pantalon à tous les petits garçons qui étaient dans la salle pour voir s'ils étaient juifs. Et effectivement, ils se sont aperçus que j'étais circoncis. Et là, l'institutrice a été géniale en disant non, écoutez, lui, c'est pas de sa faute, il fait pipi de travers, donc on a été obligé de l'opérer. Voilà. Et vous avez dû peut-être la vie à cette institutrice. Oui, qui en plus un curé qui 2 jours avant m'avait appris les prières catholiques. Et donc l'officier allemand m'a dit bon, alors est-ce que tu pourrais me réciter le Notre Père ? Et j'ai réussi à lui bredouiller le Notre Père. Voilà. Ce qui fait que je suis aujourd'hui avec vous, mon cher Philippe. Et sans mauvais jeu de mots, vous l'avez remis dans la bouche de Jacques Villeray dans Le Bon et les Méchants. Voilà, c'est une séquence. Alors justement, mais je l'ai remis dans plusieurs films. À propos du Notre Père, quelle forme emprunte la religion que vous vous êtes inventée ? C'est-à-dire, comme j'avais un papa juif et une maman catholique qui s'est convertie au judaïsme par amour, j'ai passé ma vie autant à l'église qu'à la synagogue, et donc il a fallu que je me fasse ma propre opinion sur ce que pouvait être le grand metteur en scène, voilà. Et comme j'aime les surprises, je pense que s'il existe, ce grand metteur en scène, c'est un dieu de surprise, quoi. Et c'est à chaque fois qu'il y a des bonnes et des mauvaises surprises, c'est qu'il rôde dans le coin. Vous avez inventé une petite prière pour vous adresser à lui ? Oui. Qu'est-ce que vous lui dites alors ? Écoutez, ça, je vais garder ça comme ça. C'est mon petit secret quand même. Vous savez, on peut pas. J'ai 7 enfants et j'ai jamais essayé de leur expliquer l'inexplicable. Alors, je pense que la religion, c'est un problème avec soi-même et que chacun d'entre nous doit inventer son truc pour parler. Ça me rajeunit que vous me traitiez comme un enfant. Voilà. En octobre dernier, Claude Lelouch se confiait dans son livre autobiographique et au micro de Philippe Bouvard. Les grosses têtes de l'été avec aussi Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Vincent Perrault, Macha Merrill et Jean-Pierre Coff. Alors voilà donc ces années-là, et ces années-là, c'est plus de la moitié d'un siècle. Hein. Oui, c'est toutes ces années que j'ai eu la chance de vivre, et puis j'ai accompagné le cinéma pendant 50 ans, donc pratiquement la moitié de son existence. Donc, à propos de cinéma, votre Kodak 8 mm est-il toujours en état de marche ? Oui, toujours. Le premier appareil, hein ? Oui, c'est la caméra que mon papa m'avait offert à l'âge de 7 ans, voilà, et c'est avec ça que j'ai fait mes premiers films, voilà. Donc je l'ai toujours, elle est dans mon bureau, et c'est l'objet auquel je tiens le plus. Et vous gardez les caméras de chaque film toujours ? Oui, j'ai gardé. Ah oui, je dis une histoire d'amour. 41 caméras. Non, parce que il y a des caméras qui ont fait 5-6 films, une dizaine de films. Mais c'est pour moi la caméra est l'acteur principal de tous les films de l'histoire du cinéma. Je veux dire que c'est l'acteur invisible. C'est l'acteur qui a joué dans tous les films, donc c'est un acteur invisible important. Et j'ai une vraie relation amoureuse avec mes caméras. Et c'est vrai que quand j'ai fait 5, 6 ou 7 films avec une caméra collée à elle, je peux pas la vendre ou je peux pas la louer. Donc toutes mes caméras, je les ai achetées et j'ai vécu des histoires d'amour avec. Voilà. Est-ce que parfois vous avez connu des périodes de désespoir ?
Oui, bien quand sûr. vraiment les films ne marchaient plus. Oui, bah quand écoutez, il y avait- je crois que j'ai fréquenté l'ascenseur de la vie un peu plus que les autres, les hauts, les bas, mais je me suis nourri plus des bas que des hauts, donc finalement, alors Les bas de quelles actrices pardon. Alors, il y a eu des moments où vous aviez plus dans la caisse de quoi financer un film et où vous trouviez plus de crédit. C'est la force du cinéma, c'est qu'on peut faire des films avec, en étant pauvre et en étant riche. Et j'ai peut-être fait mes plus beaux films quand j'étais pauvre. Voilà, Oui. donc le comme la cinéma, grande cuisine, faire rire, la faire cuisine pleurer ou pauvre, donner bien la chair ailleurs. de poule, ça n'a pas, ça se traduit pas avec des dollars. Ouais. Non, c'est ça c'est la grande force du cinéma. C'est pour ça que le cinéma est magique. Vous savez, le cinéma, c'est un art naturel. C'est un art naturel qui est destiné à tout le monde. Tous les autres arts ont besoin d'une préparation. Vous êtes né avec 2 yeux qui sont la plus belle caméra qu'on puisse avoir à sa naissance. Les oreilles, c'est les plus beaux micros du monde, et le cerveau, c'est la plus belle machine à monter. Donc le cinéma est un truc naturel. On fait tous du cinéma. Nous sommes tous des cinéastes. Mon cher Philippe, vous êtes un grand cinéaste qui s'ignore. Voilà. Oui, ben, mes images sont pas toujours soignées. Hein. Qu'appelez-vous le cinéma de boulevard? Celui que je pratique. Je suis né boulevard de Strasbourg, sur les grands boulevards. Donc toute ma vie, j'ai fréquenté le cinéma de boulevard. Et quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'est celui-là qui a été ma référence. Et je vous cache pas que je suis pas peu fier d'avoir emmené ce cinéma de boulevard au Festival de Cannes, aux Oscars et au Golden Globe. Et puis voilà. C'est celui qui fait rire, qui fait pleurer et qui donne la chair de poule quand il est réussi. Est-ce que vous roulez moins vite sur la route que voilà 20 ans? Par la force des choses. Par Oui. la force des choses. des radars. Mais c'est la force des choses. Mais Parce c'est vrai que qu'attendez, là, vous aviez de belles voitures, rapides. Ouais. Vous étiez rarement au-dessus de 200 km à l'heure. Hein. Non, mais c'est la vitesse. C'est Combien vous mettiez pour aller de Paris à Deauville à l'époque? J'ai fait ça en 1h15. Oui, c'est pas mal. Ah mais Philippe, Claude Lelouch a fait mieux dans Paris que Oui, contre Paris alors, Deauville, hein. est-ce qu'on pourrait aujourd'hui traverser Paris en 10 minutes comme vous l'avez fait? On peut toujours, oui, on peut des toujours, motards devant, oui. toujours griller 18 feux rouges. Non, mais tout est possible. Mais vous savez, j'ai fait dans mes films des tas de choses Si pour vous montrer... tourniez par exemple un film avec Nasseri, Je suis pas sûr, oui, mais je suis pas sûr qu'il arriverait au bout, lui. Oui, bah, c'est-à-dire que depuis il y a quelques jours, c'est fini puisqu'il est reparti en garde à Oui, vue. ça Il a y est. renversé. C'est un acteur renversant. Son permis là, C'est un donc là acteur c'est renversant. pas terrible là, oui. alors il y a Un homme plein de renversant. choses drôles, il y en a des émouvantes bien sûr, des même un peu dramatiques, et puis plein de choses drôles. Par exemple, quand vous parlez de Charles Gérard, vous dites une chose que je n'ai jamais lue nulle part. Vous dites que, à propos de lui, que d'être ami de vedette, ça constitue vraiment un métier. Oui. Son métier, c'est d'être copain. Voilà, c'est un copain, c'est son job. Il a été l'ami de Lino Ventura, de Belmondo, de Brel, de Votre moi. ami aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, il en a fait une profession. Il ne sera plus quand il aura lu le livre, mais enfin bon. Oh non, c'est plein de tendresse tout ce que je dis. Non, mais c'est tout un art d'être un ami. C'est tout un art, mais c'est vrai que l'amitié, à un moment donné, il ne faut pas spéculer dessus, et c'est là où, de temps en temps, il a fait quelques fautes. Voilà. RTL, les grosses têtes de l'été. Pas de repos pour les zygomatiques. Les grosses têtes continuent même l'été. Retour sur l'émission du 17 octobre. Philippe Bouvard recevait le cinéaste Claude Lelouch. Alors, vous évoquez certaines grandes figures de la production disparues, généralement d'ailleurs des producteurs d'origine étrangère, hein, ils viennent souvent de loin. Alors, il y en avait un qui se nommait Ilia Lopert, hein, oui. Alors, qui était d'ailleurs un cavaleur fini. Hein. Oh là là. Et un jour... Et un jour, oui. Alors, il avait une femme qui était... Jalouse. Assez jalouse. Comme tous les coureurs. Voilà. Et lui aimait beaucoup... il avait plusieurs vies. Il avait une triple vie. Une vie à New York, une vie à Paris. Et sa femme ne prenait pas l'avion. Ça, c'était la grande chance de cet homme. Donc, elle prenait tout le temps le bateau. Et elle a passé sa vie sur le France. Et donc, ça lui laissait à chaque fois 5 jours de décalage peinard. Et donc, dès qu'il partait à New York, elle partait à rien. Et donc, elle était tout le temps sur. Et un jour, ce putain de France a battu le record de l'Atlantique. Et il est arrivé avec une demi-journée d'avance. Et donc, elle a débarqué un matin au Georges V avec une demi-journée d'avance. Et elle l'a trouvé dans le lit, là où il fallait pas le trouver. Voilà. Avec qui il fallait pas. Avec une dame, bien entendu. Et là, il a été génial, il a été extraordinaire. Sa femme lui a dit « Ah, tu vois, je te prends pour une fois en flagrant délit. » Et lui, il lui a dit « Quelle femme ? Mais celle qui s'habille, là. Où tu vois une femme qui s'habille ? Celle qui met ses bas, là, qui part, qui prend ses... » Et il l'a fait passer pour folle.
Il l'a fait passer pour folle en lui faisant croire que tout ça était un mirage. Donc je pense que il restera pour nous tous un exemple. Il nous reste des leçons à prendre. Hein. Très fort. Grand monsieur. Mais en plus, c'était un très grand producteur, très grand producteur. C'est lui qui a pratiquement lancé même le cinéma français aux États-Unis. C'est lui qui a produit les films de Truffaut à un moment donné et qui a. Aux artistes associés. Il était aux artistes associés, voilà. Et sa fille. Alors justement, à propos des artistes associés, il y a une anecdote qui est également très drôle. Vous hésitez à un moment de votre carrière entre vous lier avec les artistes associés et puis avec une autre major compagnie. Oui. Et vous prenez votre décision sur des critères qui ne sont pas entièrement sérieux, hein? Non, mais vous savez, comme tous les gens superstitieux, à un moment donné, quand votre intelligence ne donne pas les réponses que vous vous posez, vous faites appel un petit peu à ce qu'on appelle le hasard. Et c'est vrai qu'il m'est souvent arrivé de décider ma vie à pile ou face. Et alors, par exemple, pour les signer avec les alors là, artistes ce jour-là, j'avais 2 propositions importantes, une avec les artistes associés et une autre société américaine, donc très important. Et je ne savais pas laquelle choisir. Et à un moment donné, donc, il y a l'opère, le fameux, me dit, écoute, on déjeune ensemble et puis il faut qu'on signe notre contrat parce qu'il voulait qu'on signe 5 films ensemble. Et je ne savais pas si j'allais le faire. J'hésitais et je me suis dit, écoute, on va voir. Si au dessert, il prend une pêche melba, je signe avec lui. Vous voyez, c'est aussi ridicule que ça. Et au moment du dessert, d'abord, il ne voulait pas prendre de dessert. Il dit, je vais peut-être prendre un petit café. Et puis au tout dernier moment, il dit, non, mais donnez-moi une pêche melba. Et c'est comme ça que j'ai fait ma carrière aux artistes associés. C'est fou quand même. Et toute ma vie, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai même un jour rencontré une charmante jeune femme qui est dans cette salle, dont je garde un merveilleux souvenir parce que c'est une actrice de grand talent. Ah, comme c'est gentil. Et je me rappelle qu'on a fait un joli voyage en voiture où tu m'as dit de très belles choses. Voilà. Et tu allais je voulais vite, lui rendre un grand hommage. Oh, mais je suis très touchée, vous voyez. Mais... Êtes-vous tombé amoureux de toutes les jolies comédiennes que vous avez fait tourner? J'aurais pu, pas toutes. Il faut. Mais c'est vrai que diriger un acteur, c'est comme vivre une histoire d'amour. C'est-à-dire que aussi bien un homme qu'une femme, si on est amoureux des gens qu'on dirige, on leur dit pas les mêmes choses et on va beaucoup plus loin. Donc c'est vrai que c'est un métier curieux, bizarre. Puisqu'on les voit pas sous leur meilleur jour. Il faut être partial. C'est la partialité. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Il faut être par exemple, vous avez fait tourner Sharon Stone. Dans un petit rôle, à l'époque. Elle faisait de la figuration dans les uns les autres. Mais vous l'aviez pas remarqué au passage? C'est James Caan qui l'a remarqué. Il l'a plus remarqué. On a l'impression que Farah Fawcett, vous l'avez beaucoup plus remarqué à l'époque. Je l'ai plus remarqué aussi. Oui. Il faut dire qu'elle devait être remarquable. Quelle belle collection vous avez quand même. Écoutez, ça, la caméra est un microscope extraordinaire qui vous permet de voir ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Voilà. Et donc, comme j'ai souvent eu l'œil derrière ce microscope, j'ai vu des choses qui m'ont donné envie d'en savoir un peu plus, voilà. Et ça pouvait pas se passer dans le studio. Voilà. Fallait mais bien... je plaide coupable. J'ai pas inventé le truc. Non. De Sacha Guitry à Truffaut en passant par tous les autres, le cinéma. En revanche, vous êtes un pionnier de la famille recomposée, on peut le dire. Oui. Vous avez donné le signal et puis beaucoup se sont engouffrés dans la brèche. Est-ce que vous croyez à l'harmonie des familles recomposées? Oui, totalement. Alors là, je trouve que c'est un truc formidable. Alors, c'est un cauchemar par rapport aux dames, puisque j'ai fait 7 enfants avec 5 femmes. Donc, les femmes, c'est un désastre. Mais les 7 enfants s'adorent. Ils s'adorent. Et donc, parce que c'est à la fois des frères et sœurs et des copains. Dites donc, il faut une sacrée table dans la salle à manger quand on réunit tout le monde. Oui. Elles finissent par se réconcilier à travers les enfants. Les enfants s'adorent. C'est un bonheur total. Non, les mères, non. Non, c'est très, très bien. Mais on ne peut pas avoir tous les avantages. Elle ne se réconcilie qu'à travers les films, finalement. Oui, et puis il y a d'autres trucs aussi. Mais ça mériterait une autre émission. Quand le cinéma de boulevard rencontre l'humour de Bouvard, ça donne vos grosses têtes de l'été. Le 17 octobre dernier, l'invité d'honneur était Claude Lelouch. Une première citation, quel est le cinéaste qui a dit « L'arithmétique, c'est être capable de compter jusqu'à 20 sans enlever ses chaussures ». Oh, c'est Hitchcock ou quelqu'un comme ça, non? Non, c'est un Américain, mais c'est pas Hitchcock. Woody Allen? Non, celui-là, il a disparu. Orson Welles? Non. John Ford? Non. C'est pas un des Brothers, non? Houston? Non, qui a pu dire Howard ça? Hawks? Non. Cinéaste, il a été aussi comédien? Non, alors peut-être qu'on l'a vu 1 ou 2 fois, mais il ne faisait même pas tourner les comédiens généralement.
Ah, ça, il faisait des dessins animés. Walt Disney. Cartoony Walt Ah oui, Disney. c'est Walt Walt Disney. Bonne réponse de Vincent Perrault et merci à Macha Merrill. Et un autre cinéaste américain, ça c'est la question de Monsieur Voland d'Amiens, qui a dit « Tu ne commettras point l'adultère à moins d'en avoir très envie. » Groucho Marx. W.C. Fields. Oui, W.C. Fields. Ça, c'est bien son truc. Bonne Il était pas réponse cinéaste. de Perroni. Comment la chaîne des magasins Lancel est-elle née? Eh bien, écoutez, sous l'occupation, après la guerre, il y a eu un jour un fabricant de toiles cirées qui avait raté son tirage de 10 000 mètres. Il y avait plein de défauts dans les toiles cirées. Et donc, mes cousins, les Orbib, ont acheté ce lot en solde et ils ont inventé le cabas. Ils ont inventé le cabas, vous savez, c'est cette toile cirée qui était à l'intérieur des sacs pour aller au marché, voilà, et c'est comme ça qu'ils ont fait une petite fortune et qu'ils ont créé Lancel. C'est génial. C'est génial. Ah ouais, quoi, ça tient. Et Voilà. c'est toujours très chic. Et l'affaire était dans le sac. Et l'affaire était dans le sac, et en plus, cette toile cirée, bon, on leur a presque. Ils étaient ravis d'enlever ces 10 000 mètres. Combien de fois avez-vous revu Blanche-Neige et les 7 nains? Eh bien, 7 fois, puisque j'ai 7 enfants. Mais c'est vrai que je suis né la même année que Blanche-Neige, donc j'ai le même âge qu'elle. Elle a accompagné ma vie, ça a été la femme de ma vie. Et ben nous, avec nous, on a le nain joyeux, là. Ouais. Et Grincheux qui est pas loin. Qui est devenu Hervé Picard, le faux cinéaste derrière lequel vous étiez abrité, mais pas très longtemps. Hein. Oui, non, il va très très bien, il joue au tennis et c'est toujours mon meilleur ami. Voilà. Je crois que vous étiez venu d'ailleurs dans ce studio un jour avec lui. Hein. Oui, il était là. C'était quoi, il y a 3 ans Il a fait une petite apparition furtive d'ailleurs. Oui. Il avait joué le jeu d'ailleurs, puisqu'il avait fait semblant de diriger le tournage d'un film. Voilà, hein. il était tout le temps sur le tournage de Roman de Gare, au cas où des journalistes débarqueraient. Donc il était prêt à tout moment. Parce que à vous faire... disiez, j'en suis le producteur, mais c'est pas moi qui le réalise. Voilà, hein. donc j'ai fait croire que c'était Hervé Picard qui faisait le film jusqu'aux premières projections privées. C'est vrai que les 3 premières projections privées ont été faites sous le nom d'Hervé Picard. Avec Hervé Picard, le secret était bien gelé. Hein. Voilà, très bien. Oh là 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 là. Non, n'applaudissez pas ça, quand même. Oh non. Jaloux. Alors, quelques questions de cinéma, bien sûr, de Madame Léger. Dans les premières minutes du film Le bonheur est dans le pré, Michel Serrault a un arrêt cardiaque devant son plat préféré. Ah oui, il tombe la tête dedans. Oui, et quel est ce plat? Merde, qu'est-ce que c'est? C'est un truc en sauce. Oui. C'est un plat en sauce, je m'en C'est une souviens garbure. bien. C'est une garbure, Non. non. Ah, ils se font une fête avec Eddie Mitchell d'aller bouffer ça. C'est des écrevisses à la nage. Un bourguignon. Non. C'est un truc Un comme ça. navarin. Un cassoulet, Un bœuf mode. Non. Des rognons. Des Des rognons rognons, rosés. oui. Bonne réponse de Perroni, c'est des rognons. Bravo. Voilà une vraie érudition. Ah bah, évidemment. Non, mais je me rappelle parce que je cinématographique, n'aime hein. pas du tout les rognons. Je trouve ça... Ah, c'est délicieux. Ah, j'aime pas ça. Bon, les rognons. Même bien préparé, j'ai toujours l'impression que ça sent encore un peu la pisse. Ah, c'est bon. Ah, non. Mais tu les achètes où chez... Non, je les achète pas du tout. Parce que si tu les achètes chez Jean-Claude Decaux, oui, ça peut... Alors, vous ne devez pas manger souvent ce qui vient de... Hein? Comment ça? La tripe? Ce qui doit sentir mauvais pour être bon, quoi. Hein? L'andouillette, je mange, bien évidemment. Et un bon croupion. Par contre, je ne mange jamais de foie. Un bon solilès. Ah, ça n'a rien à voir. Un solilès, oui, mais enfin, c'est quand même pas loin de la zone. Rien à voir. Rien du tout. Solilès, c'est le croupion. Attends, le solilès, c'est beaucoup plus haut, voyons. C'est à 4 mètres de... Pour que le solilès sente mauvais, il faut vraiment que l'animal soit maladroit. Oui, hein. c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Mal lavé, mal plumé, mal... Non, non, c'est pas possible. Vous, c'est plutôt le couscous. Hein? Ah oui, je suis très couscous. Très couscous. Et c'est drôle parce que c'est ma mère qui s'est convertie au judaïsme pour mon père qui a appris le couscous à Alger. Elle était devenue la reine du couscous. On allait manger le nini, le couscous de Nini. Voilà. Bon. Mais le couscous salé ou sucré? Alors tous les couscous. Il y a le couscous au poisson que je préfère. Ah oui, de vraiment. Bord de mer. Oui. Et puis il y a le couscous sucré aussi avec le lait caillé, qui est formidable. Mais j'aime tous les couscous. Évidemment, on peut pas y mettre de rognons. Il y a le couscous aux boulettes. On n'est pas loin quand même. Hein. Ah oui, non, mais ça, la boulette, c'est un grand classique. défense, hein. Ouais, non, mais
Le couscous est un plat magique. Parce que c'est un plat, mais bien sûr, on peut les tout y hydrates mettre, de carbone. on peut le faire de mille et une façons. Et... Mais c'est curieux parce que c'est un plat qui devrait réunir les peuples. Parce que finalement, c'est un plat complètement méditerranéen. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Libye. Oui. Et en fait, moi, je me souviens, 2 fois de suite, j'ai fait un couscous pour une émission de télé. Et une fois tunisien, une fois marocain. Et il y avait une guerre absolument incroyable. Il y a même un Algérien qui n'a pas voulu venir. En disant non, puisque c'est pour un Marocain, je ne vais pas venir le faire. Ça m'a paru toujours étrange que, en fait, la nourriture, c'est quand même une possibilité de se réunir et d'être dans la chaleur, dans l'échange, dans la générosité. Et là... Mais c'est qu'ils sont très différents. Mais est-ce que moi, je suis rebattie, je suis du Maroc, et c'est pas du tout le même. Est-ce que c'est vrai qu'en France, le plat, c'est plus le steak frites, c'est le couscous? Le couscous, c'est le plat en boîte le plus consommé, effectivement. Oui. Ah ouais. Et en plus, ça se mange avec les mains. Oui, ça c'est quand même, ça change beaucoup de choses. C'est comme la choucroute bretonne, il y a plusieurs écoles, quoi. Il y a Quimper. Oh non, monsieur Maillot, je peux vous dire une chose. Brest. Moi, j'ai assisté à la cueillette de la choucroute sur les bords du Rhin à marée basse. Et ben, vous avez enlevé un peu les algues, et vous avez encore la saucisse qui bouge, hein, là-dedans. C'est formidable. Tous les après-midi de l'été jusqu'à 18h, Philippe Bouvard vous fait revivre les meilleurs moments des grosses têtes. Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Vincent Perrault, Macha Merrill, Jean-Pierre Coff pour entourer l'invité d'honneur du 27 octobre dernier, Claude Lelouch pour son livre Ces années-là. Ça bouge en province. La preuve, c'est qu'à Mérignac, on vient d'inventer un imperméable qui protège à la fois le cavalier et le cheval. Ah bon? Ah oui, mais pour la sortie des écoles, c'est pas pratique. Mais ça existait. Si Impératrice avait des grands imperméables qui couvraient la croupe du cheval. Non, mais là, le cheval est complètement abrité et le cavalier aussi. Au Moyen-Âge, il y avait déjà ça pour les chevaux. Hein. Ouais, des carapaces. Enfin bon, il y a longtemps qu'on en a pas refait, tu vois. Oui. Et donc, bientôt, la garde républicaine qui souvent se produit sous la pluie. Vous voyez un cheval avec son imperméable devant une école en disant t'en as déjà vu des comme ça? Ah bah oui. Franchement. C'est pas pratique. Non mais c'est vrai quand même. J'attendais, je me disais l'impair, ça va nous amener quelque part, ça. Je ne t'ai pas déçu ma poule. On lui laissait. Pourquoi Claude Lelouch ouvrir une école de cinéma alors que vous n'en avez jamais fréquenté? Eh bien justement pour cette raison-là, c'est que quand j'ai commencé ce métier, j'ai cherché désespérément une école de cinéma, il n'y en avait pas, et donc je vais ouvrir prochainement une école de cinéma ouverte à tous. Ça sera pas trop cher? Ça sera gratuit, et ça sera, et tous les cours seront télévisés en direct, ce qui fait que tout le monde pourra en profiter. Est-ce que Francis Lay ira donner des cours de musique de film? Mais il y aura lui, et puis j'ai déjà l'accord de tous les plus grands metteurs en scène du monde qui viendront faire des masterclass, tous les plus grands acteurs du monde, les plus grands monteurs, tous les techniciens. Donc, mais où allez-vous faire ça? Parce qu'il va y avoir un monde fou. À Beaune. Oh, quelle ville! C'est parfait. Une ville pleine de vignes. C'est parfait. Et donc on va créer avec la ville de Beaune, les hospices les plus joyeux. Hein. C'est formidable. Est-ce que vous auriez fait tout à fait les mêmes films et la même carrière sans Francis, tiens, puisqu'on parle de musique? Non, mais enfin, vous savez, c'est le jeu des ricochets. Non, mais il y a une telle symbiose entre... oui, c'est vrai que on est un joli couple. Et c'est vrai que la musique, comme la caméra, a été aussi un des acteurs principaux de tous mes films. Mais c'est ce qui parle le mieux à notre inconscient, la musique. Et comme la part d'inconscient dans mes films d'irrationnel est aussi importante que la part de rationnel, pour développer cet irrationnel, j'ai rien trouvé mieux que la musique. Puis la musique, c'est le repos du dialoguiste, hein. Oui, c'est pas con. Est-ce que les comédiens sont meilleurs quand ils connaissent pas complètement ce qu'ils vont tourner? Ah bah ça, c'est une grande théorie. Ça dépend. Vous l'avez dit. Hein, oui, non, mais il y a les figures imposées, puis il y a les figures libres. Bon, et c'est vrai que je préfère voir les comédiens dans les figures libres, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont à la fois le scénario que je leur ai proposé, et puis en plus, ils m'amènent leur cicatrice, ils m'amènent leur bonne humeur, leur mauvaise humeur. Je veux dire, ils amènent la vie, et cette vie-là, quand je peux la filmer, c'est formidable. Donc, quand les comédiens me font ce genre de cadeau, je suis vachement client. Claude, dans La Bonne Année, la scène géniale du déjeuner entre Ventura et Françoise Fabian, on dit que vous étiez sous la table, c'est vrai ou pas?
Oui, mais enfin, j'étais surtout derrière la caméra. Et la caméra, vous leur souffliez des mots et oui, des non, trucs. mais dans tous mes films, je souffle les dialogues, certains dialogues. Enfin, c'est-à-dire que ça dépend. Pendant qui joue? Non, mais par exemple, à la fin d'Un homme et une femme, Anouk Aimée ne savait pas que Trintignant l'attendait sur le quai de la gare. Donc, une prise, là aussi. Voilà, hein. et son étonnement a fait le tour du monde. Donc, c'est vrai que j'essaye dans mes films de protéger ce que j'appelle les grandes informations, ces informations qui font qu'il y a de temps en temps des surprises qui changent notre vie. Je veux dire que quand un acteur entend quelque chose pour la première fois, comme vous, lorsqu'on apprend une information importante, la première réaction est empreinte de vérité, de force, elle bouleverse. C'est comme ça qu'on arrive à filer la chair de poule. On peut laisser les comédiens faire du texte, improviser leur dialogue. Oui, parce qu'il y a la machine à monter. Après, on peut couper toutes les conneries. Est-ce qu'on leur donne un chouïa en plus ou bien c'est... Non, c'est très très bien pensé. Non, mais c'est vrai que par exemple la scène des bonjours dans l'itinéraire. Sous l'attente, dans tout ça pour ça. Oui. Alors ce sont des scènes. Très souvent, ce sont des scènes dont on pense qu'elles n'iront même pas dans le film. Et où on prend tous les risques, et c'est au moment où on prend tous les risques qu'il se passe des choses absolument incroyables. Donc c'est vrai que la plupart des scènes que je préfère de mes films étaient des scènes qui n'étaient pas écrites, qui n'étaient pas dans le scénario. Si vous voulez une belle scène de surprise, il faudra venir nous filmer le jour où on va apprendre ici quel est le père de l'enfant de Rachida Dati. Vous avez aimé les grosses têtes cette année. Philippe Bouvard vous propose d'en revivre les meilleurs moments tout l'été jusqu'à 17h. L'invité d'honneur est aujourd'hui Claude Lelouch pour son livre autobiographique paru en octobre dernier, Ces années-là. Deux personnages traversent, entre autres, il y en a beaucoup, traversent ce livre. Il y a d'abord Charlie Chaplin. Oui. Courte rencontre, mais qui vous a beaucoup impressionné. Assez efficace, oui. Un jour, il est venu voir un roi à New York dans ma salle du 15 avenue Hoche, là, voilà, et on m'annonce, la standardiste me dit, écoutez, il y a Charlie Chaplin qui arrive là et qui vient voir son film. Donc j'étais dans mon bureau et mon cœur s'est mis à battre, Charlot ici, et donc je descends comme un fou, et à l'époque il était avec des béquilles, il avait du mal à marcher, et je l'ai pris presque dans mes bras pour l'emmener jusque dans la salle de projection, puisqu'il y a plein d'escaliers, et donc j'ai pris Charlot dans mes bras, ce qui était tout à fait inespéré, je l'ai posé dans la salle. Oui, d'autant que vous n'êtes pas une femme, donc voilà. C'est d'autant plus inespéré pour lui. Et quand je l'ai posé dans la salle, il m'a dit merci, et puis il m'a fait filer un pourboire de 10 €, il croyait que j'étais parti. Encadré ce billet-là. Et c'était bouleversant, voilà. Et donc j'ai pas osé lui dire que j'étais le patron de la boutique, voilà. Et puis il y a Olivier de Kersauzon, notre cher marin. Ah oui, je l'ai beaucoup. Vous avez passé fréquenté. 10 jours avec lui? Oui, on a traversé l'Atlantique ensemble et on est revenu parce qu'à l'époque j'avais financé le Vendredi 13. On vient généralement avec lui, hein. Voilà, et c'est vrai que j'ai passé 10 jours qui étaient formidables. En plus, il m'a totalement rassuré sur un bateau qui craquait de tous les côtés. Et c'est vrai qu'il avait les paroles qu'il fallait, encore que lui était très inquiet. Qu'est-ce que le numérique a changé à votre métier? Alors que, voilà quelques jours, Pascal Thomas nous disait qu'il le fuyait comme la peste. Eh bien, il a bien tort. Il a bien tort parce que c'est une formidable révolution qui va permettre justement à tout le monde de faire ce métier avec des toutes petites caméras qui sont absolument performantes. Et puis pour moi qui aime travailler avec les acteurs, vous savez, les acteurs c'est un peu comme les athlètes, il faut les chauffer. Et quand vous avez de la pellicule, ça coûte très cher la pellicule, très très cher. Et donc tout de suite après le clap, on leur dit action et il faut qu'il soit génial. Avec le numérique, je peux tourner pendant 1 heure. Sans couper, sans être en panne de pellicule. Et donc l'acteur, on peut le chauffer, on peut lui donner des répliques qui servent à rien avant qu'il rentre dans la scène essentielle. Et donc pour moi, c'est une grande révolution. Je pense que je vais faire maintenant les films dont j'ai rêvé toute ma vie parce que maintenant, je peux tourner pendant des heures. Une révolution économique et artistique alors. Et artistique, parce qu'en plus maintenant, on fait des projections numériques qui sont absolument renversantes. Et c'est vrai que les derniers tests là que j'ai vus ces derniers jours montre que l'image numérique a dépassé l'image 35. Voilà. Donc je regrette pour Pascal Thomas que j'aime beaucoup. En plus, il fait des très beaux films.
film, mais c'est vrai. Et avec du succès quand même. Et hein. avec du succès. Alors, la cerise sur le gâteau dans les journaux aujourd'hui, ça m'a paru être une étude nouvelle et assez passionnante sur la mémoire des animaux. Alors, on s'était déjà penché sur leur intelligence. L'éléphant. Et alors, la mémoire de l'éléphant. Exactement. Et alors, il n'y a pas que les éléphants. Il y a les abeilles, par exemple. Ah, tiens donc. Oui. Et il y a toutes sortes de volatiles. Il y a les pies qui... On dit que c'est pas de la mémoire, c'est de l'odorat. Ce sont des phéromones. Alors, oui, il peut y avoir une mémoire olfactive, vous avez raison, mais quelquefois c'est une mémoire visuelle. Hein. Et l'écureuil qui planque ses noisettes, moi je sais. Et il les retrouve toujours, lui, alors que la caisse d'épargne les cherche. Hein. Non, alors il y a le corbeau qui est pas mal, mais il se souvient généralement pas des lettres anonymes qu'il a envoyées. Mais il est très intelligent, le corbeau. C'est le seul qui utilise un instrument pour casser ses noix, etc. Ah, exactement. Avec Avec ses petites pattes, il fabrique cet instrument. Hein. Et puis alors, ça c'est nouveau et ça demande quand même à être un peu mieux expliqué. On pourrait transvaser la mémoire d'un animal, à condition que ce soit la même espèce, dans le cerveau d'un autre. Oh là là. Oh là là. Vous vous rendez compte les C'est possibilités? ce qu'ils ont fait chez les Debré. Oui. C'est ce qui a raté chez les Bouches, par exemple. Hein. Aussi, voilà. Vous voyez les possibilités que ça Chez ouvre. les Bogdanov, c'était pas nécessaire, c'était déjà fait. Les grosses têtes de l'été, c'est le best-of de l'année. Entendez le meilleur du meilleur avec Philippe Bouvard et ses sociétaires. Retour sur la carrière de Claude Lelouch. Question de Monsieur Rudeau. Quel est le titre de l'unique film réalisé par Jacques Brel? Far West. Non. Non. Il en a tourné deux. Mais attendez, mais il en a fait plusieurs, il en a pas fait qu'un. Il y a France. Il en a tourné deux. France. C'est moi, France. Mais Mais il a réalisé Jacques Brel et Far West, produit par Claude Lelouch. Donc, Vous venez de lever le doigt, que ça veut dire vous voulez sortir ou... Non, non, j'ai une petite envie de faire pipi depuis une heure, mais je me retiens. c'est parce que vous avez répondu à... Oui, en même temps, camarade. allez, soyez C'est là. pour nous. Soyez magnanime. Péroni et Perrault. C'était France en 1971. Il y en a eu un autre? Oui, bien sûr. Il en a fait deux. Far West. Il a fait Far West que j'ai produit d'ailleurs. France, c'était avec Barbara. Avec Barbara. Donc c'était quand même une très bonne réponse à une question moyennement exacte. Oui, exactement. Oui. Mais Donc alors... on n'envoie pas le pognon à l'autre, là. Hein. Voilà. Et puis on prend pas ses trucs, et puis on prend plus ses questions pour Ave. Hein. Notez son nom. Et la question de Monsieur Lucas, quel est le titre de l'unique film encore, attention. alors là, vraiment le seul, réalisé par Pierre Brasseur, Oh ben merde. qui Enfin, c'est relate pas ça, les le titre. frasques Alors ça, je savais amoureuses même d'un pas qu'il avait clown. Les aventures de Bordel et Cochon. Ça remonte à 1932. Oh là là. 32, Pierre Brasseur. Ça alors. Ah, ça c'est une bonne question. Il était oui. tout jeune. Ah ben j'en sais rien. C'est le nom d'un vrai clown? Non, c'est un mot étranger qui d'ailleurs... Schnock. Non, très court et qui a Zombie. eu un certain succès, mais pour désigner autre chose. Zob. Ah bah, je cherche, moi. Mais oui. Au lieu de rigoler bêtement, on cherche. Fuck. Un mot anglais. 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 Qui commence par un Q. Ah ben ça vous arrange bien. Quid. Quick. Bonne réponse de Macha Merrill. Quick. Mais on a appris quelque chose. Ah bah oui, ça. Ça, oui, alors, non, j'ai non, même Vous le pas saviez, de- Claude, ça? Non, absolument pas. Non, je savais même pas qu'il avait fait des films. non plus. Comme metteur Mais en en scène. 32, hein. Non, bravo. Question de Madame Cassagne. Dans Les Disparus de Saint-Agile, quel est le nom de la société secrète? Les chiches capons. Les Chiches-Capons. Ah oui, Ça, je c'est l'ai bravo, vu, Bonne ça réponse me- de Vincent Perrault. Ah, ça vous embouche un coin, monsieur Coff. hein? Je suis admiratif. Il est formé. Et quel était leur signe de reconnaissance devant le squelette? C'était Salut Martin. Voilà. Ouais, Non, c'est vrai, hein. ouais, excellent. Question de Madame Petite. Ça y est, il Quels est sont parti. les trois Il est dans la films dont stratosphère. Louis de Funès écrivit le scénario? Oh bah plusieurs, parce qu'il a réfléchi. Ah Bah oui, j'ai dit il y en avait trois. Ah Oui. bon, d'accord. Est-ce que vous comptez là-dedans l'adaptation de Molière pour la Oui, barre? parce que- Non. Non. Ah bon, Bon. alors parce qu'il l'a fait.
Alors, scénario, alors il peut y avoir... Les gendarmes, en tout cas. Non, c'est après. Il a pas travaillé... Jo Non. Hibernatus. Hibernatus, c'était une pièce de Marc Gilbert Sauvage. Oui, mais il a... Ah ben Oscar. Oscar, Hibernatus. Et la soupe aux choux. Et la soupe aux choux. Eh bien, écoutez, c'est une bonne réponse collégiale et tout à fait satisfaisante, puisqu'elle économise 300 € à la station. Eh ben voilà, tant mieux. On va pouvoir reboire un coup. Ah oui. Parce qu'avec cette crise, ça va aider la maison. Pour écouter les grosses têtes à tout moment, pensez à rtl.fr. À savourer aussi cet été entre 16h et 18h. On revit les meilleurs moments sélectionnés par Philippe Bouvard. La honte de l'invité d'honneur. Ah, ça remonte loin, mais c'est un souvenir vivace, hein? Non, j'avais 12 ans et puis j'étais dans un jardin à Nice et puis j'ai vu une dame toute nue sur un transat. Et donc j'ai observé ce corps. C'était la première fois que je voyais un corps de femme nue et j'ai très très vite compris que ce corps allait poser de nombreux problèmes à ma vie. Car j'ai été vraiment scotché et on m'a surpris effectivement en flagrant délit de voyeurisme. Et je crois que, voilà. Autant en faire son métier comme voilà, ça au moins. Et donc très très vite j'ai compris que cette dame, que ce genre de corps allait jouer un rôle très très important. Voilà, dans ma tête. Mais c'était une observation clinique, il n'y avait pas de perversité encore. Ah, c'est devenu très vite pervers. Ah, c'est devenu... Oui, ça... Et la dame a été mise au courant? Oui, c'est elle qui m'a giflé d'ailleurs. Encore un souvenir. Comment avez-vous placé l'argent que le cinéma vous avait rapporté? Bah écoutez, dans d'autres films, et puis quand ça marchait très très bien dans l'immobilier, dans des œuvres d'art et dans de l'immobilier, parce que l'immobilier c'est les plus beaux décors du monde et les œuvres d'art ça se décroche très vite quand on est quand ça va mal. Voilà. C'est plus facile de vendre un tableau qu'une maison. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, donc, et quelles œuvres d'art? Bah écoutez, je sais pas, pour faire les uns les autres, on a été obligé de décrocher un joli Renoir, voilà. Et puis donc, mais c'était j'ai toujours fait ça parce que quand la fête était là, on a acheté des tableaux parce que le tableau c'est l'aristocratie du cinéma, c'est le départ du cinéma, c'est le cadrage, c'est l'art du cadrage. C'est le placement du cadre. Hein. Voilà, et puis voilà, donc j'ai joué toute ma vie avec des maisons, des œuvres d'art. Et vous avez acheté des toiles blanches comme Claude Berry, non? Non, je ne suis pas encore sensible à ce type de cinéma invisible. Ça vaut cher maintenant. Ça vaut très très cher. Ça vaut très cher, parce qu'on peut imaginer ce qu'on veut, tandis que quand il y a quelque chose, on est gêné. Ne commençons pas sur ce terrain où vous êtes nuls. Mais oui, vive les toiles blanches. Ça fait, en plus, ça fait propre dans une maison. Non, mais la toile blanche, c'est quand même l'écran de cinéma, donc on peut y projeter ce qu'on veut dessus. Ah ben voilà. Comment se terminent vos tournages? Par une petite fête? Oui, toujours. On fait une sorte de tirage au sort de tous les accessoires du film, des décors, etc. On réunit l'équipe technique, les acteurs, comme ça, et les techniciens, les acteurs partent avec tous les souvenirs du film. Comme vous gardez le clap? Je garde le clap. Je garde le clap et puis et voilà. Donc tout le monde part avec un petit bout du film. Quels sont vos liens avec Didier Barbelivien? Eh bien, écoutez, on a eu la chance et la malchance d'épouser la même femme. Pas en même temps. Pas en même temps, l'un après l'autre. Et en plus, il a eu le culot de me demander d'être témoin à son mariage. Et vous avez eu le culot d'accepter? Oh oui, bien sûr, mais je ne vais pas rater une construction dramatique de cette intensité. Vous avez été deux à servir dans le même corps. Voilà. Et il est toujours marié? Non, il a redivorcé plusieurs fois depuis. Ah oui. Non, il a une bonne cadence aussi. Il a une très très bonne cadence. On a plein de points communs. Vous, combien de mariages? Que 3 fois. Ah oui, mais il y a eu du passage entre... oui. On peut appeler ça comme ça. Écoutez, il y a beaucoup de très jolies femmes qui traversent... Je connais plein de dames qui vous ont bien connu. Ah bon? Ouais. C'est nouveau. Voilà un moyen de le faire taire. Voilà. Il a rougi un peu. Regarde, il est tout rose. On fait moins mesdames et messieurs. Là, l'exocète, vous l'avez pas senti venir. Hein.
Comme disait Sacha Guitry, vous savez donc de quoi je me contentais. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, page 236, on parle de Bob Hamon, tout ce petit monde jouait au poker, tous des as, ils étaient une dizaine à jouer ensemble, Ah oui. Bob, Philippe Bouvard et d'autres du Sérail, donc ça joue aussi, Oui, mais ça, c'est le poker. Oui, mais ça joue à plein de choses. C'était pas des parties de jambes en l'air. hein. Ah non, ça se terminait mal d'ailleurs, généralement. Quoi qu'il y a des dames aussi. Vous avez déjà le sujet du prochain film? Oui, bah écoutez, j'en ai deux. Je vais tourner 2 films l'année prochaine. La suite de l'aventure, c'est l'aventure. Que je rêvais de faire depuis très très longtemps. Et puis une grande fresque romanesque qui raconte les 5 histoires d'amour de la vie d'une femme, voilà, entre les années 40 et les années 60. Citation envoyée par Madame Fournet. Quel cinéaste français a dit « En astronomie, pour vous, Uranus et orbite sont sûrement des obscénités. » Audiard. Non. Alors, c'est un réalisateur de Blier. films à succès. Blier. Non. Gérard Houry. Qui, je crois, a disparu. Et d'ailleurs, il offrait la particularité d'avoir un frère qui était également cinéaste. Allégret. Allégret. Non. Jacques Pinotto. Oui. Et c'était l'autre. Le frère de Claude Pinotto. C'était Claude Assistant Pinotto. de Claude pendant longtemps. Voilà. Bonne réponse de Claude Lelouch et de Vincent Perrault. Et puis, c'est Macha Merrill qui va raconter la bonne histoire du jour envoyée par Madame Delattre. Je crains que ce soit une histoire vécue. Maman, raconte-moi une histoire. Écoute, non, je peux pas, je suis en train de préparer le dîner. Maman, raconte une histoire. Bon, alors, il était une fois... Maman, est-ce que toutes les histoires commencent par « il était une fois » ? Non, ma puce. Parfois, elles commencent par « chérie, j'ai une réunion ce soir, je vais rester tard au bureau ». Il est 17h. Prenez un invité d'honneur et des sociétaires toujours plus drôles. Ça donne les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard jusqu'à 18h. À 80 ans, Robert Hossein fait le point sur le déroulé d'une longue existence qui le passionne toujours autant et qui lui permet, après avoir mis en scène des centaines de comédiens, de monter sur scène et d'affronter le public tout seul, comme un grand, ainsi que l'avait déjà fait Jean-Claude Brialy, rencontré voilà 6 décennies dans le régiment dont son père était à l'époque colonel. Enthousiaste et pudique, le cheveu noir mais vêtu de probité candide et de lin blanc, Hossein se révèle comme un grand mystique. Rendez-vous quotidien avec un seigneur dans lequel il s'obstine à croire, en dépit des catastrophes et des épidémies, contact non moins régulier avec ceux qu'il nomme ses défunts et qui constituent la plus extraordinaire affiche. La vie n'a pas été toujours facile pour un artiste apparemment béni des dieux. Naissance dans un hôtel de passe, début décevant, carrière en dents de scie, rencontres et ruptures, mais la foi ne l'a jamais quitté. Et je ne vous cacherai pas, cher Robert, que vous êtes désormais placé en garde à oui. Robert Hossein, est-ce l'exemple de notre cher et regretté Jean-Claude Brialy qui vous a incité à tâter du one-man show? C'est vrai. Moi, je me souviens, quand j'ai décidé d'aller... J'étais sursitaire, faire mon service militaire. Alors, on m'a expédié comme sursitaire. Ils ont dit, faut le mettre en Allemagne. Alors, on m'a envoyé à Baden-Baden pour occuper. C'était au moment après la guerre. Et là, on était en uniforme européen, c'est-à-dire l'armée européenne. Et puis, on est tous en rang et on est à Baden-Baden. Quand on voit le commandant qui arrive et qui dit « Il y a parmi vous des fortes têtes sursitaires. Ici, on rigole pas. Alors, on vous avertit, on n'est pas à Paris et c'est pas une opérette. Ici... c'est sérieux. Alors, il y a parmi vous des gens qui se sont plaints de la nourriture et du logement qu'ils osent sortir du rang. Et moi, comme un imbécile, je sors. Je suis devant le rang, le commandant me regarde, il me dit « Vous voulez manger chez moi? Vous voulez dormir chez moi ?» Je ferme ma gueule. À 6h de l'après-midi, hop, il y a une jeep qui arrive, il y a un sergent qui me dit « Le commandant vous invite à dîner chez lui. » Je me dis « Ça, c'est étrange. » Alors... je monte dans la voiture, j'arrive, et le commandant il dit « Vous vouliez manger chez moi ?» J'avais jamais rien dit. « Voilà, votre couvert est mis. Vous voulez dormir chez moi? Tenez. »
il ouvre la porte, il y a un grand plumard, et à ce moment-là, il me dit à table, mais je voyais qu'on était 3. Alors la porte s'ouvre, il dit, je vous présente mon fils, Jean-Claude Brialy. C'était le commandant Brialy. Et alors, il me dit, vous vouliez dormir, alors on s'est mis dans le plumard tous les deux. Tous les deux? Oui, mais je vous ai dit qu'il était très grand, en tout bien, en tout honneur, et il me dit, je me souviendrai toujours, il était, je crois, 1 an plus jeune que moi et tout, et il me dit, je rêve, je veux devenir un acteur, je veux devenir un grand acteur. J'ai dit, toi, tu fermes ta gueule, maintenant on dort, hein, parce que c'était le soir et tout, et moi je pensais à autre. Et après, on est restés amis, il raconte cette histoire dans son bouquin, je la raconte dans la mienne, sans qu'on soit mis d'accord, et je peux dire une dernière chose, parce que je lui rends hommage. Vous voyez, je suis un peu ému parce que quand il nous a quittés, donc jusqu'à la dernière minute, on a été à son château et tout. Et puis j'ai amené Jean-Paul Belmondo, qui lui avait un peu de mal à se déplacer, et nous allons au cimetière. Alors, il y a eu la messe faite par Di Falco, puis au cimetière, et on était un peu bouleversés, quoi, faut bien le dire. Et il y a un type qui m'attrape par la veste et qui me fait, et pourquoi vous êtes dans cet état? C'est jamais qu'une répétition. Oh. Et il ajoute, ce qu'il y a de tragique dans la mort, c'est que c'est pour la vie. Est-ce que le texte varie d'un soir à l'autre? Totalement. Quand vous jouez au théâtre, vous apprenez le texte d'un autre et vous tâchez de le respecter. Sinon, il vous le rappelle. Mais quand vous dites le vôtre, vous répétez pas. Vous savez, vous avez construit votre affaire de ma naissance à ma mort. J'évoque tout. Et comme il y a un écran géant, on passe tous mes copains, tous les hommages, tous ceux qui sont, tous ceux qui ne sont plus, des morceaux de films, des morceaux de théâtre, des morceaux de l'occupation, des pensionnats, ma mère, mon père, enfin, tout le monde y passe, et vous faites le commentaire dessus, et jamais de la même manière. Vous évoquez les mêmes choses, mais vous dites jamais les mêmes mots. Et pourquoi vous ne jouez pas ce spectacle à Paris? Fallait sortir du diocèse? Non, vous savez, j'ai fait 8 ans de Reims, alors... j'ai voulu d'abord aller à travers la France, la Suisse, la Belgique, pour rendre là, et puis peut-être parce que... Oh, dites donc, il y aura un beau soir à Grave. Ça sera sur la scène de l'Espace Robert Hossein. Ben, oui, il y a un espace, oui. Vous n'étiez pas au courant? Si, parce que si vous ne le saviez pas, c'est grave. Hein? Non, je savais qu'il y avait je savais qu'il y avait un espace, mais j'y ai pas... Un espace Robert Hossein, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs. Hein? Oui, mais ça fait rien. Ah bah oui. Et en annonçant dans le titre que vous nous avez beaucoup aimés, est-ce que vous voulez dire que vous nous aimez plus ou moins? Non, je voulais simplement dire que je dédiais le spectacle au public. Parce qu'il m'a... Sans ça, je ne serais pas là pour le faire. De toute façon, hein, sans public, il n'y aurait pas beaucoup de spectacles. Oui, je ne serais pas là pour le jouer, oui. Suite de vos grosses têtes de l'été, le 14 octobre dernier, Philippe Bouvard recevait Robert Hossein. C'est jusqu'à 18h. Question de M. Moza, qui a dit « La sacristie, c'est comme qui dirait les cabinets de la maison du Seigneur. On s'y relâche un peu. » Oh, c'est joli. C'est un prêtre. Un prêtre? Non. C'est pas Benoît XVI. Alors, c'est un écrivain que Robert Hossein a bien connu, vous aussi sans doute, disparu prématurément. Jean Guiton? Non. Prématurément, non. Ah non, c'est pas pas... qu'on puisse dire. Il devait avoir 100 ans quand il est mort. Il s'est suicidé? Alors, il ne s'est pas suicidé, il est mort... Boris Vian. Ah bah, il est mort pendant une projection de cinéma. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo. On lui rend hommage. Vous lui rendez hommage aussi. Hein. On voit les caves de Saint-Germain où Barrault et Madeleine Renaud dans cette boogie. Avec Claude Duterre. Et Vian qui vient au club musicien. Il était trompettiste. Il jouait de la trompinette. Et Sidney Béchette. La trompinette. Ah oui, Sidney Béchette. Oui, il y avait tout ça. Formidable. Est-ce que les catastrophes et les épidémies n'altèrent jamais votre foi en Dieu? Non. Je vais vous dire une chose. J'y crois tellement, c'est affreux de dire ça, qu'il finira non seulement par exister, et quand je rencontre des gens qui me disent « je ne crois absolument pas en Dieu », etc., je dis « mais c'est tout à fait votre droit ». Le problème est de savoir s'il existe. Et s'il existe, de savoir s'il croit en vous, pas tellement de savoir. Par contre, je connais des gens qui ne croient pas du tout en Dieu et qui sont dans ses bras, obligatoires, parce qu'il les a pris. Et j'en connais d'autres qui passent leur vie dans les églises et qui... Mais vous avez des rapports quotidiens avec Dieu, hein?
Bah, j'ai un grand Christ près de Oui, moi. mais en plus, bon... je discute, oui. Oui, bah oui, autant écoutez, autant discuter avec lui plutôt qu'avec Logérias. Et avec Et avec Thérèse. Thérèse aussi? Avec laquelle? Celle d'Avila? Celle d'Avila? De Lisieux. De Lisieux. On en a une chez nous, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. D'Avila d'à côté. Ah non, mais enfin, écoutez, hein, je crois surtout à une chose, c'est qu'aussi on ne se grouille pas. Toutes les religions, les nationalités, les races, et la Terre, et de se mettre tous d'accord ensemble pour essayer de réorganiser cet univers. On a dans très peu de temps l'expérience de la planète. On ira la faire ailleurs, comme il y en a des millions, on en fera une autre ailleurs. Ouais, bon, on peut déménager. Hein. Vous avez vu? Que vous ayez perdu beaucoup d'argent avec le spectacle de Jean-Paul II, est-ce que ça prouverait pas qu'il n'y a pas de miracle? Non, au contraire, sûrement. C'est-à-dire que quand on a monté Un homme nommé Jésus, on a fait quand même, la première fois, 800 000 Oui, mais Jean-Paul II a bouffé tout ce qu'avait gagné Jésus, si je peux dire. Hein. Vous savez pourquoi? Et je vous jure que je n'en discute pas. Hein. La conjoncture. 3 semaines de grève, et on avait vendu des milliers de places en province, et pas d'autocar, pas de train, pas de car, plus rien du tout. On était 150 sur scène. Alors le premier mois, c'était le Nirvana, on avait fait 100 000 entrées, puis tout à coup, hop, et c'est fini. Et il a fallu rembourser. Papa Mobile. On a remboursé, voilà. Oui. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. L'homme de théâtre Robert Hossein sur la scène des grosses têtes cet après-midi avec les acteurs Philippe Chevalier, Jacques Balutin, Bernard Mabille, Éric Logérias et Jacques Maillot. Le grand metteur en scène, c'est Philippe Bouvard. Un cadeau sonore pour Robert Hossein, c'est un souvenir de Jean-Claude Brialy qui nous avait raconté une sortie avec Barbara, un spectacle qui était de votre cru. Un jour, elle m'a dit, j'aimerais bien aller voir Jésus-Christ monté par Robert Hossein. J'ai dit, mais t'es juive? Oui, mais je vais voir, je suis curieuse. Bon, très bien. Alors, on a rendez-vous chez moi, j'habitais Place des Vosges à l'époque. Elle était déjà arrivée à l'heure parce qu'elle avait la maladie de l'heure. Elle avait enlevé ses chaussures qui lui faisaient mal et je vois un grand garçon, un bûcheron, un blond, comme ça, costaud, énorme. Elle me dit, ah, tu connais Mimi, c'est mon chauffeur, c'est lui qui met des bûches dans la cheminée. Bon, j'ai compris que c'était son fiancé de l'époque. Bon, très bien. Ah, oui. Elle aimait beaucoup les beaux garçons. Elle avait des garçons d'une beauté incroyable. Et puis, on part voir le spectacle d'Hossein. Bon, c'était un très beau spectacle. Puis, à l'entracte, Hossein avait eu l'idée folle de partager le pain quotidien. Alors, chacun avait une miche de pain. Et on nous donnait du pain. Il fallait le donner à sa copine, à son voisin. C'était assez spécial. Et alors, je donne le pain béni à Barbara. Elle me dit, non, pas de pain, ça fait grossir. Il m'est arrivé aussi une histoire avec lui, avec Brialy. Insensé. Mais je m'excuse, je ne dirai pas trop. Il tournait avec une actrice très célèbre. Et en tournant avec elle, elle lui dit, j'ai l'homme que j'aime, l'homme de ma vie qui arrive. Accompagne-moi à l'aérodrome. Alors Brialy me dit, je prends une voiture, avec un chauffeur, et je me mets dans un coin. Elle était complètement bouleversée. On arrive à l'aérodrome, l'homme arrive, il s'embrasse, s'aime, se serre. J'étais un peu embêté d'être dans la même voiture. Je me pousse à côté. C'est à l'hôtel, il rentre à l'hôtel, il s'aime, il dit, bon bah je vous laisse, je pensais déjeuner, mais enfin, je viendrai à 4 heures pour le thé, on mangera quelques petits gâteaux, etc. Mais oui, c'est ça, si tu veux, viens. Et puis hop, et il se dit, oh, mon Dieu. Bon, à 5 heures, il arrive, il dit, je vous dérange pas. Et nonchalamment, l'actrice était couchée. Lui, l'amant se refaisait les cheveux. Il dit, je peux commander, j'ai pas eu le temps de déjeuner, je peux commander le thé avec du cake et tout ça. Mais oui, vas-y. Il commande tout arrive. Il dit, je me faisais déjà une joie quand tout à coup je vois qu'il se lève, qu'il se rapproche d'elle, recommence à la caresser, commence à la serrer. Bon, bah alors, écoutez, je vous dérange pas, je me tire, mais je reviendrai peut-être pour le dîner. Oui, mais c'est ça, pour le dîner. Et il descend les escaliers, et je vous jure que ce que je vous raconte est vrai, et descend dans les escaliers, il se dit, mais c'est pas normal, on va les retrouver, ils s'embrassent, je les raccompagne, ils s'embrassent, j'arrive pour le thé, il sort et embrasse. Exciterai-je? Je la raconte, je le jure sur ma vie, au prince Régnier, que Dieu ait son âme.
pour lequel j'ai la plus grande amitié et tout. Et vous savez ce qu'il me dit? Pourquoi vous faites la gueule? J'ai dit, mais parce qu'on est nommé aux Molières, mais c'est de là qu'on ne l'aura jamais, quoi. Et alors, il me fait, c'est ça qui vous emmerde? Racontez-nous plutôt quelque chose de plus amusant. Et je raconte ce que je viens de vous dire. Et je jure sur ma vie, le lendemain, je suis avec ma femme au resto italien, et je vois arriver des motards, tout le resto se lève, avec une boîte. Ils ouvrent la boîte, j'aurais dû vous l'amener. Ils ouvrent la boîte, et ils disent, ouvrez-la! Alors, on voit les flics, ils nous disent, ouvrez-la. On l'ouvre et on sort, je le jure. Un mannequin piece qui goûtait, et il y avait simplement marqué, ça vient de là-haut, c'est-à-dire chez le prince, et il y avait juste une plaque. Voici votre Molière en haut, exciterai-je. Il y avait de l'humour, Grenier, hein? Ah oui. C'est vrai. Vous vous souvenez du Grand Guignol? Comme s'il était. C'est là que je vous ai connu. Toute petite salle de la rue Chaptal qui aujourd'hui a disparu. Oui. Où on n'avait que des crimes, des... Ah bah non, il y avait 2 pièces drôles et 2 pièces dramatiques. Elle existe toujours cette salle, non? C'est la salle de 242 à 343. Dans les loges des grilles, parce que des gens venaient avec leurs petites amies. Et puis il y avait des gens un petit peu bizarres qui ne venaient que lorsqu'il pleuvait. Parce qu'il y avait des trous dans le plafond. Alors ils voulaient que la pluie, comme si c'était le sang qui leur coulait sur la tête. Évidemment, puisqu'on ne faisait que ça. On coupait les têtes. Et même le gardien, enfin le régisseur qui était là, me dit, oh, tout ça, vous manquez, ça manque un peu d'ongles arrachés, ça manque un peu de brûler les pieds, tout ça. Je dis, non mais écoutez, la mode est passée, c'est les séries noires aujourd'hui. C'est James Hadid-Chaise, c'est Frédéric Dard, c'est autre chose. Il dit, non, il faut rester, il faut enlever les têtes, les nœuds, les mains. Hallucinant. Il s'appelait Non. À négation franco-anglais, Non. Est-ce que ça marcherait, ça, aujourd'hui? Je sais pas, c'était pas mal fait, mais avec des moyens de fortune. Il y avait un auteur spécialisé qui s'appelait André Delorde. Delorde, bravo. Et alors, vous aviez monté, je ne l'ai jamais oublié, une pièce qui se passait dans un bloc opératoire. Vous vous souvenez pas de ça? Non. Alors, il y avait le pauvre opéré qui était sur le billard, le chirurgien qui était déjà pas net et qui s'affairait autour de lui avec des outils qui tiraient d'une boîte en fer. Et puis, subitement, on entendait un bruit de train derrière. Et il y avait un train qui déraillait et qui défonçait la cloison du bloc opératoire. Vous vous souvenez pas de ça? Non, oh là là. Non mais ça, c'était du théâtre. Vous dites qu'il y avait une pièce comique d'un acte. Et il y avait une pièce qui se passait dans une maison close avec toutes ces demoiselles, un petit peu mal vêtues, etc., ou pas vêtues. Et on voyait la mère Macrel qui était Gardès, une actrice qui s'appelait Gardès, qui a fait, je vous raconte pas l'histoire, 82 ans, je sais pas, et qui jouait, elle faisait la mère Macrel qui tenait toute cette maison. Et vous savez ce qu'elle disait? Mesdemoiselles, tout en rang, et n'oubliez jamais que les fonctionnaires sont faits pour fonctionner. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Et oui, même l'été sur RTL, vous profitez des grosses têtes et ce sont les meilleurs moments tous les après-midi jusqu'à 18h. Retour sur l'émission du 14 octobre aux côtés de Philippe Bouvard, Robert Hossein, alors en tournée avec son spectacle Pour vous avoir beaucoup aimé. Avez-vous souffert d'être né dans un hôtel de passe? Comment le savez-vous? Ah ben oui. Parce qu'un jour où j'allais... Ah oui, elle lui a dit, tiens, c'est là qu'il est né. J'ai dit que c'est un hôtel de passage. Oui. Non, mais parce que ma mère et mon père, on ne peut pas croire ce qui leur est arrivé, quoi, quand ils se sont rencontrés. Puisque ma mère était russe, elle est née à Kiev, et ils habitaient Saint-Pétersbourg, et son père était banquier. Et il aidait des tas d'étudiants pauvres qui avaient que dalle, et il les logeait, nourrissait. Et puis, il y a pas mal d'étudiants qui se sont tirés à Genève rejoindre Lénine. Et quelques mois plus tard, la révolution a éclaté. Ils sont tous revenus. Ils ont été voir mon grand-père, certains des étudiants, et ont dit espèce de dégueulasse, salaud, etc., capitaliste. Et c'est vrai que ça marchait c'était terrible ce qui se passait. Ça valait mieux pas être banquier à l'époque. Non, alors ils ont dit, tu nous as aidés, nourris, logés. Prends ta fille, ma mère, embarque le blé
C'est-à-dire, on va te donner du fric, on va te donner des papiers. Ils ont fait traverser toute la Roumanie et ils se sont retrouvés à Berlin. Et ma mère est devenue actrice là-bas parce que c'était l'habitude, quand on voyait une jolie fille, de la mettre sur une table pour voir si elle pouvait tourner. Elle est devenue la copine de Liliane Harvey. Elle a tourné, elle a rentré mon père qui venait de Samarcande pour faire des études. Et puis ils ont eu le coup de foudre, il était dans un studio, il voulait faire de la musique, il voulait pas faire d'études. Et ils sont barrés tous les deux à Paris. Ils ont embarqué mon grand-père et ils ont ouvert... Vous êtes un pur produit du métissage, hein? Bah oui. Oui, mais je suis né à Paris. Ah bah oui, mais vous avez gardé l'accent, hein. Question de Monsieur Bourbin. Que dit Jésus à Marie-Madeleine après sa résurrection? Bonjour. Ah, t'es là? Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Ah bah c'est... Il lui dit quelque chose de C'est connu? resté... Oui, c'est connu, Ah, c'est c'est pas connu. dans les journaux, c'est dans la Bible. Hein. Oui, dans la Bible. C'est une expression commune aujourd'hui? On peut le dire effectivement, mais il y a une espèce de défiance de la part du Christ. Casse-toi, pauvre. Il va pas jusque-là, mais c'est ça, quand même. C'est ça. le sens général, c'est ça. Va-t'en. Retourne d'où tu viens. Va-t'en. Laissez-moi seul. Et ça laisse à penser qu'il a eu avec Marie-Madeleine des Des rapports sur lesquels Ah. d'ailleurs tout le monde est... Oui. Retourne chez ta mère, elle t'a fait un cake? Non. Est-ce que tu m'as trompé? Non. T'es contente de me voir? Non, au contraire. C'est l'inverse, il lui dit de s'en aller. Elle a été un peu désarçonnée car elle s'attendait à autre chose. Encore toi? D'abord, elle ne s'attendait pas à le revoir. Oui. Tu n'as pas cru en moi? Encore toi? Non. Alors, il réapparaît en plus sous un costume de jardinier. Oui. Ah, bon? oui. Quel beau plantoir! Tu travailles chez Truffaut? Tu veux les voir, mes olives? Qu'est-ce qu'elle a pu lui dire? Tu l'as vu, ma courge? Bah, c'était au Mont des Oliviers qui était parti, alors... Oui, arrosoir et persil, non? Oui. Si t'en reveux, j'en revais. Non, il lui dit ça sur un ton qui n'est pas très amène. Qui n'est pas très amène pour le Christ, c'est normal. Hein? Pas vous emmerder. Ah, bravo, monsieur Bell. Tu es là, femme? Oui. Non. Je n'arroserai plus ta motte ou des trucs comme ça. Femme, va dire aux autres que je suis ressuscité. Non, c'est ça? C'est pas lui qui l'envoie. Non. Non, je veux plus te voir. Il y a 4 mots et c'est un impératif. Un impératif. Ah oui. Rentre chez toi. Va-t'en. Va me faire un café. Alors, c'est pas tout à fait ça. Enfin, pas le café. Hein, Va-t'en, pas va-t'en. Il y a retour. Retire-toi. Il n'y a pas retourne-toi. Laisse-moi ça. Laisse-moi. Il faut dire à M. Bourbin d'Evreux qu'il a misé sur le bon numéro. Il a de la chance. Lui, il a gagné 300 €. Car Jésus a dit, après la résurrection à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas ». Et il y a machin qui l'a chanté après. Oui, il a chanté. Oui, arrête. Arrête. Patricia Carly. Patricia Carly. Arrête. Ne me touche pas. Ouais. Bah, elle a voulu voir s'il était vraiment vivant. Oui, elle voulait faire Saint Thomas. Elle lui a mis la main. Oui. Mais je sais pas, il voulait créer une distance entre eux. Oui, c'est normal. Non, c'est même pas Non, normal surtout du si tout. elle avait été gentille. Quand on sait les rapports qu'ils ont eu ensemble, quand même. On a même dit qu'ils avaient eu des enfants ensemble. Oh, Oui, mais ça, Ça, on sait pas, alors. on sait pas. Il a des frères. Ils auraient eu un fils, un bon financier qu'ils auraient appelé Madeleine. Oui. Marie-Madeleine. Qui arrêtait de Tchernobyl à la frontière, c'était lui, il faisait des miracles. Comme quoi, ce Jésus y allait, hein, finalement. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. C'est un excellent remède contre un été un peu trop gris et peut-être un peu trop frais. Les grosses têtes avec Philippe Bouvard qui s'était entouré le 14 octobre dernier de Robert Hossein. Alors en tournée avec son spectacle Pour vous avoir beaucoup aimé. À leur côté également Philippe Chevalier, Jacques Balutin, Bernard Mabille, Jacques Maillot et Éric Logérias. Question de Monsieur Lucas. Dans le jargon cycliste, que sont les cocottes? Les cocottes, Les c'est poignets. les freins. C'est où on s'appuie cet endroit-là entre le pouce et l'index. Les poignées de frein. Les poignées de frein, le haut des poignées de frein. Eh bien, bonne réponse de Jacques Balutin, mais fallait s'y attendre. Question de Monsieur Félix de Poitiers. De quoi parlait Napoléon quand il disait « On peut tout faire avec elle, sauf s'asseoir dessus »
Joséphine? Non. La poudre. La poudre? Non, mais c'est pas canon. loin. Hein? La baïonnette. La baïonnette. Bonne réponse de Bernard Mabille. La baïonnette. Mieux, oui, il vaut mieux éviter. Question de Monsieur Brémond. Quel est le titre de la première pièce écrite par Molière et dont le manuscrit fut découvert par Jean-Jacques Rousseau? La jalousie du barbouillé. La jalousie du barbouillé. Bonne réponse d'Éric Logérias. La culture, excusez-moi. Ah oui. Ça s'appelle de la culture. Ah, moi, tout le 19e siècle, j'adore. Ah bah oui, Elle a été jouée depuis. Oui. Elle est au répertoire du français et tout. ouais. C'était une farce, hein. C'était un peu comme. C'est vraiment dans la suite des farces court, italiennes très et tout court. ça. Ouais, c'était court. Et... De Monsieur Moreau. Comment s'appelle le cadre de scène d'un théâtre? Il porte un joli nom. Le cadre de scène. C'est ça. Nous, on dit toujours le cadre de scène. Oui. On dit, non, à Marigny, on dit le cadre d'Ocène. On dit. C'est devenu légendaire d'ailleurs. Le manteau. Le manteau et après D'Arlequin. Le manteau d'Arlequin. Il a fallu qu'ils se mettent à deux quand même. Logérias et Balutin, mais c'est bien. Il y a un monsieur qui s'occupe, entre parenthèses, du théâtre Marigny qui s'appelle Monsieur Lescure, quand même. Oui, quand même. Nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Je l'aime beaucoup et je trouve que c'est un homme formidable. Robert Écus, c'est vous ou c'est Pierre Lescure? Non, c'est pas Lescure. moi. C'est Lescure. Non, Ouais, c'est pas. C'est sous Monsieur Lescure, mais c'est pas lui qui avait choisi. Je crois que c'était. Moi, je ne m'occupais plus du choix. Je crois que c'était à ce moment-là quelqu'un du théâtre qui a choisi de Lescure avec Volkovitch, qui est un très bon acteur. Mais je vais être honnête avec vous, le spectacle, je l'ai vu, etc. Je trouve qu'il est très bien mis en scène et admirablement joué. Très bien. Mais c'est peut-être le sujet qui est difficile. Il est peu difficile en période de crise. C'est très long. C'est long, un peu. Et la neige était sale, vous vous en souvenez? Non, mais attendez. la Ça, neige c'était vos vrais débuts. Hein? Oui. J'ai là, je m'excuse messieurs, dames, mais j'ai passé ma vie à faire la Manche. Et alors, ce qui fait que quand j'avais 20 ans, je rencontre à 18-19 ans à Saint-Germain-des-Prés Daniel Gélin. Et c'était quelqu'un qui était extraordinaire. Et je l'ai rencontré parce qu'il mangeait des pâtes avec de la sauce tomate. Et il pleurait presque parce qu'il était amoureux. Et alors il mangeait, puis il repoussait l'assiette. Alors on l'avait pas bouffé, on rattrapait l'assiette, et on y allait. Et puis il nous la reprenait. Alors on dit, bah, tu peux pas être amoureux et te taper les pâtes, c'est pas possible. Mais alors il m'a dit, viens habiter chez moi. Il tournait Rendez-vous de juillet, marié à une sublime femme, Danielle Delorme. Et il m'a nous l'a raconté d'ailleurs, comment vous étiez incrusté chez eux. Oui, hein? c'est vrai, je me suis installé. Mais alors, comme c'était des gens délicats, ils vous disaient toujours, dans le frigo, ça va se perdre, vide-le. Bah, j'amenais un pote, on vidait, quoi. Mais il a été sublime, et un jour, il a été un peu souffrant, et il m'a dit, on joue un succès énorme, la neige était sale, sois gentil, rends-moi un service, je veux que tu me remplaces et que tu joues le rôle. Je dis, mais tu rigoles, et moi, j'ai jamais joué de rôle aussi long, n'importe quoi. Il me dit, si. Et il me présente à Rouleau, et c'était Frédéric Dard qui avait l'adaptation. Et Rouleau me dit, je vais vous enfermer à l'hôtel, c'était en face de là, à l'hôtel Vintimille, et on va vous faire répéter le texte de Gélin, et vous aurez son costume, le même costume, et on vous donnera sa paye. Oh, je dis, mon Dieu, oui. Alors, j'apprends, j'avais un tract de malheur. Lucien Bogart, Roquevert, Houry, tout le monde était dans la pièce, et Rouleau lui-même. Et alors, ça se passait pendant la guerre. Alors, on torturait. Enfin, je veux dire que j'étais un voyou que la Gestapo arrêtait, et un peu résistant, mais bon, etc. Et alors, l'interrogatoire était mené par Rouleau, qui faisait le chef de la Gestapo. Alors, vous avez fait ça, vous avez dit ça, est-ce que vous avez fait ça? Et puis, à un moment donné, je ferme ma gueule, je ne pouvais plus parler. D'abord parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et j'ai revu toute ma vie, insensé, burlesque, et je parlais plus. Il m'a dit, prenez votre temps. Alors je prenais, puis peu à peu, je parlais. Puis j'étais un peu ému et bouleversé, plus que par la pièce, encore par ma condition, quoi. Et à la fin, le rideau baisse, silence de mort, je dis, c'est le beat du siècle. Et puis ça a relevé, et puis... la salle était debout, mais pas pour partir, pour applaudir. Et alors, il y avait Edith Piaf avec Eddie Constantine ensemble et un impresario qui s'appelait André Bernheim. Qu'on appelait le renard. Le renard. Question de Monsieur Lucas. Dans le jargon cycliste. It's high noon in the West at Southern California's Big FM. Tous les soirs de l'été, du lundi au samedi, Beach Party sur RTL.
La radio, la musique comme aux États-Unis. Revivez les good old 50s, 60s and 70s. Le soir sur RTL de 23h à minuit. Hi, I'm Wolfman Jack, and you listen to George Lang on RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Et avant de retrouver Stéphane Carpentier pour RTL Soir à 18h, dernier moment en compagnie des grosses têtes. Gardez le sourire, Philippe Bouvard revient demain et à tout moment sur RTL.fr. Ça bouge en province, ça bouge notamment dans les hôpitaux de Strasbourg où ils sont en train de généraliser la laparoscopie. Et vous ne savez pas ce que c'est? Bah non. Alors, c'est des interventions chirurgicales tout à fait atypiques. Par exemple, on peut vous opérer de l'appendicite par la bouche. Ah oui, c'est sympa. Les grandes pinces, quoi. Il faut des grands outils, oui. Ah bah oui, oui. Bah, ils m'ont débouché les oreilles en passant par en bas, par le... Oui. C'est pratique aussi. Non, c'est douloureux, c'est douloureux. Le tuyau devait pas être propre. Oui, mais il était long. Ben moi, on m'a débouché le nez. Il y a une dame qui m'a soufflé. Enfin, je vous dis pas où, mais. Ça t'a débouché le nez. Oui, ça débouche. Ah, faudra que j'essaye. C'est pas désagréable. Par exemple, vous pouvez avoir une ablation de la vésicule biliaire par le vagin. Pas vous, bien sûr. Ah, non, bah oui, non. Parce que moi, ils ont essayé, ils sont pas arrivés. Quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt, c'est que d'abord, il n'y a pas de cicatrice. Il n'y a pas de choc opératoire. Pourquoi ils vous endorment pas? Mais ça se fait par laser, alors il y a une petite caméra. Non, il y a l'introduction d'une mini caméra avec un petit bistouri. Le massage des testicules, ça débloque les cervicales. C'est très agréable. Bah dis donc, il faut... Et ça soulage le portefeuille aussi. Il faut pas qu'il ait bu le gars qui est aux commandes, là, hein, parce que dis donc, si le bistouri se balade et que le type fait une fausse manœuvre... À Strasbourg, c'est des bons. C'est des bons à Strasbourg. Qu'est-ce qui se passe sur l'écran dans votre spectacle? Il y a des films que vous avez retrouvés, mais... C'est-à-dire qu'on passe des extraits de films, des extraits des spectacles, des extraits des films. On rend hommage à tous nos camarades qui sont aujourd'hui là, à ceux qui ne sont pas là, et à tous les gens comme ça, et au théâtre, et à... Voilà. Ça dure un 2 hommage heures, à non? tout le monde. Ça dure exactement 2 heures. 2 heures. Il y a des films de votre cinémathèque personnelle? Non, il n'y a rien d'intime. Non, parce que vous devez donner des extraits dans lesquels où vous avez réalisé, où vous avez tourné. Oui. Mais j'en profite pour rendre hommage à Belmondo, à tous ceux qui... Belmondo, il vit toujours, Belmondo. Oui, je lui rends hommage. Oui, parce qu'il vit. Ah oui, et je faut donne un extrait commencer. du film qu'il a fait. Le dernier. Oui, avec un Francis. petit extrait avec Francis Huster. Qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs. L'homme et son On le chien. voit en janvier. Janvier, Et Francis Huster, on peut parler d'autre chose que de soi-même, je crois. On est plus inspiré. Sauf que dans un film sur sa vie, on est bien obligé de parler de soi-même, hein, quand oui, même. mais de ceux qui l'ont fait. Oui, mais quand même, c'est important, de votre enfance. Quel souvenir vous avez conservé de l'occupation? Nous, on habitait rue de Vaugirard. Si vous voulez, moi, j'étais à l'école communale à côté. Et j'ai gardé un souvenir c'est effrayant. On allait au jardin du Luxembourg. J'avais 10 ans. Et puis... tout le quartier était complètement occupé puisqu'ils allaient en chantant Aïe Aïe au Sénat, en quittant l'hôtel où ils habitaient. Et ça a duré comme ça 3-4 ans. Jusqu'à ce que Poncelet les mette à la porte. Oui. Hein? La honte de l'invité d'honneur. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y en a eu plusieurs. On pourrait faire une spéciale, les hontes de Robert Hossein, alors. Non, mais je pense que nous tous, on a tous quelque chose dans le coin. C'est vrai qu'on a tous une honte. Moi, écoutez, j'ai une honte qui remonte à 3 jours. Ah bon? J'étais dans le train, je le prends assez souvent pour aller à Cannes, et j'étais à côté de la porte. Alors vous me direz, bon, je vis dangereusement. La porte? Oh, le pauvre. À côté de la porte d'entrée, dans le wagon, dans le compartiment. Bon. Et puis, il y avait devant moi une brave femme avec un ordinateur qui tapait dedans. Et puis, toutes les 2 minutes, il y avait un hennissement de cheval. Bon, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas travailler. Alors, au bout d'un quart d'heure, j'attends un quart d'heure quand même. Je me lève, je me plante devant la pauvre femme et je lui dis...
dites donc, vous pourriez pas laisser vos chevaux à la maison? Oh, c'est affreux. Ça. Et alors, elle me dit, mes chevaux? Mais oui, je lui dis, vous entendez bien le hennissement d'un cheval. Et à ce moment-là, il y a le contrôleur qui passe et je lui dis, j'en peux plus avec les chevaux de la dame. Il me dit, quels chevaux? Et effectivement, de nouveau, on entend le hennissement du cheval. C'était chaque fois que la porte s'ouvrait... Ça coinçait, ça couinait. Ça couinait comme un hennissement de... J'avais l'air de quoi vis-à-vis de la pauvre femme D'autant plus que vous deviez avoir votre air aimable, Philippe, quand vous lui avez dit ça. Honte absolue. La dernière citation vient de Monsieur Gentil, qui a dit « Les femmes sont plus chastes des oreilles que de tout le reste du corps. » C'est anglais? C'est de chez nous, et c'est pas d'aujourd'hui, et c'est toujours valable. C'est Jésus après la résurrection, non? Ah, Marie-Madeleine? C'est Rabelais, non? Non, non, ah non, c'est un peu moins ancien que Rabelais. Molière? C'est Molière. Molière. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et c'est Éric Logérias qui va raconter la bonne histoire du jour envoyée par Madame Lette de Colmar. Dans une petite paroisse française, le curé donne une leçon de catéchisme et raconte à une trentaine d'enfants la passion du Christ. Après avoir mis Jésus en croix, ils lui ont cloué les mains, ils lui ont cloué les pieds, ils ont enfoncé la couronne d'épines sur sa tête. Oui, mes enfants, et les mains? Tous les gosses reprennent en chœur. Et les mains? Et les pieds? S'écrie le curé, ravi de l'enthousiasme des enfants. Et les pieds? Répètent les enfants avec entrain. Et la tête? Et la tête, quand des enfants qui enchaînent Alouette, gentille Alouette, ah, je te plumerai, je te... Voilà. Il y en a une autre là-dessus. J'ai eu la joie de recevoir Robert Hossein pour parler d'un one-man show intitulé « Pour vous avoir beaucoup aimé » qui prélude à d'autres entreprises théâtrales. Merci, bravo, à demain. RTL, première radio de France. RTL, il est 18h.